Bonjour à tous. Comme annoncé dans le précédent Point Culture, ce nouveau format va pouvoir permettre de parler des actualités de la semaine, que ce soit de ce que j'ai lu ou vu, de ce qui est paru ou de ce qui a été annoncé. Sans plus attendre, c'est parti pour les actualités de la semaine du lundi 1er juillet 2024. Je vais d'abord m'attaquer aux sorties de la semaine. Évidemment, ça ne sera pas exhaustif, car selon les semaines, ça peut aller de 50 à plus de 100 œuvres qui sortent, surtout qu'on est la semaine d'avant Japan Expo, donc c'est le dernier créneau pour que les éditeurs sortent leurs nouveautés. Donc je vais sélectionner quelques nouveautés pour lesquelles j'ai envie de parler. Tout d'abord, il y a l'artbook d'Oshinoko, sorti le 4 juillet chez Kurokawa. Je ne l'ai pas encore en ma possession, car je vais oublier de le commander et il était en rupture de stock à ma librairie. Du coup, je pourrai plus en parler dans les semaines qui arrivent. Concernant Kurokawa, ils ont fait deux annonces pour Spy Family. Tout d'abord, ils ont annoncé une version collector pour le tome 13 qui sortira le 10 octobre, contenant une jaquette alternative, 3 marque-pages et 2 porte-clés réfléchissants pour le prix de 14,50 €. Ça peut être un peu cher pour le contenu, mais en tant que bon client, ça sera évidemment commandé. La deuxième, c'est le retour des missions Spy Family pour ce tome 13. Elle devait comprendre des animations et des goodies. Plus d'infos dans la description. Ensuite, vous avez un petit indice ici, mais il y a la sortie du tome 1 de la nouvelle série de chez Kiun, Dragon Hunt Tribe, avec une édition collector disponible uniquement chez les librairies Momi. Ce genre d'édition limitée à certaines librairies, c'est pas ce qui m'enchante le plus, parce que je ne peux pas du coup être fidèle à ma librairie, et je dois en plus payer les frais de port, mais vu qu'il y avait du contenu en plus et pas juste une jaquette alternative, comme c'est souvent le cas avec Leclerc ou Fnac par exemple, je l'ai commandé, du coup c'est pour ça que je ne l'ai pas encore en ma possession. Ça devrait arriver dans les prochains jours aussi. On va finir séparation de la semaine avec deux autres collectors. Tout d'abord, le tome 8 de Criminel Fiançailles de chez Pika Édition, qui contient le tome 8, un livret d'archives, je ne sais pas encore ce que c'est, je vous en dirai plus quand je l'aurai ouvert, et un paravent. Mais surtout pour moi, la grosse sortie de la semaine, c'est évidemment le collector du tome 13 des Carnets de l'Apothicaire, une boîte très belle, massive, qui contient du coup le tome avec une jaquette alternative, un livret inédit, un set de papeterie, un set de baguettes, une boule à thé avec charme, une boîte à bento et un peigne. Ça va faire plaisir pour la collection tout ça. Et je vais en profiter pour parler de deux goodies que j'ai reçus ou qui sont sortis cette semaine. D'abord, c'est la 4e médaille des éditions Kiun pour fêter leurs 20 ans. Donc pour rappel, pour leurs 20 ans, Kiun a fait plusieurs offres, dont ce coffret spécial. Donc on a le coffret au bout de 2 médailles et tous les 2 mois, une nouvelle médaille sort en achetant un tome de la série en question et un autre tome de chez Kiun. Donc la première c'était My Hero Academia, ensuite Jujutsu Kaisen, Akane Banashi et celle qui est ressortie aujourd'hui, les Carnets d'Apothicaire. Et pour les dernières, ce sera Lovecraft et Frieren. Et pour le deuxième goodies, il faut se tourner du côté de chez Mangetsu, car pour la sortie de leur nouvelle série She Wasn't a Guy, ils ont fait une opération spéciale qui permettait, si on apportait la preuve qu'on avait précommandé le manga, de recevoir gratuitement des goodies, donc un marque-page, 2 autocollants holographiques et un petit shikishi qui représente la couverture en carton. Bon, le manga est sorti la semaine dernière, mais les goodies viennent seulement d'arriver, donc je trouvais ça important de les montrer. Je ne l'ai pas encore lu, mais en fait le côté tout vert de la couverture se retrouve en bichromie à l'intérieur, et rien que pour le côté graphique ça m'intrigue, donc je pense que je vais le lire cette semaine. Pour ce qui est des annonces, l'éditeur Meian a annoncé des éditions collector pour certaines de ses séries, dans la même veine que le collector du tome 5 de Seventh Time Loop, donc vous avez la liste juste ici. Moi je prendrai à coup sûr le Grand Blue, les autres on verra. Et nous avons aussi l'annonce toujours chez Meian de la sortie des tomes 70 et 71 de Kingdom pour août 2024. Et dernière annonce pour les sorties manga en France, nous avons enfin la date de sortie pour le 3e et dernier tome de la série Horizon de chez Nazca. Et pourquoi je dis enfin, c'est parce que ça a été une sortie assez compliquée. Les 2 premiers tomes sont sortis assez rapidement. De mémoire, le 3e devait sortir fin 2023, mais il a été de nombreuses fois repoussé. Et en mars, l'éditeur a annoncé sur Twitter que l'année 2023 était très catastrophique pour eux, qu'ils avaient fait des changements qui n'ont pas été payants et qu'ils ont dû faire un retour en arrière, et que s'ils voulaient éviter la faillite, ils devaient d'abord se concentrer sur leurs séries phares comme Todag. Du coup, ils se sont concentrés sur ces séries, et on a enfin eu aujourd'hui l'annonce comme quoi le 3e tome va bien sortir de Horizon, et il est prévu pour fin août, et il sera dispo en avant-première à la Japan Expo. Et enfin, côté manga, c'est la sortie prévue pour le 18 juillet du 23e tome de la saga Terraform Mars. Si vous ne connaissez pas Terraform Mars, c'est je pense mon seinen préféré, et l'auteur avait des graves problèmes de santé, ce qui fait qu'il ne pouvait plus continuer son œuvre et qu'il était en pause depuis 5 ans. Sachant que cette série était arrivée à un point culminant de l'œuvre, donc c'est très frustrant de ne pas avoir la suite. Il y a 2 personnes qui travaillent sur cette série, le scénariste qui a eu des problèmes de santé, je ne sais pas s'ils sont tous résolus, mais apparemment assez pour qu'il puisse reprendre le travail, et le dessinateur qui entre-temps a fait le manga Gigantis sorti au chez Crunchyroll. On savait depuis quelques temps qu'ils avaient repris le travail sur Terraform Mars, mais du coup là c'est l'officialisation. Et j'espère que ça va arriver rapidement chez nous,
Même si depuis le rachat de Kazé par Crunchyroll, je pense qu'ils vont détruire les jaquettes, et elles étaient magnifiques pour la version française, comme la version japonaise, et les tranches aussi, et j'espère qu'ils vont pas tout massacrer. Mais connaissant Crunchyroll en manga, maintenant, quelques annonces concernant les animés. Une qu'on savait déjà, c'est-à-dire la saison 2 des Carnets de l'Apothicaire, qui avait été annoncée à la fin de la saison 1, mais maintenant on sait qu'elle sera pour courant 2025. C'est très vague, mais au moins on a une fourchette. Une série dont j'ai parlé récemment en Point Culture, c'est Le Lecteur Omniscient, dont l'adaptation animée a été annoncée par le studio Aniplex. Pour information, Aniplex c'est ceux qui gèrent Demon Slayer, donc c'est du solide, mais on n'a pas eu plus d'infos que ça, donc je vous tiendrai informé s'il y a des nouveautés. Concernant Aniplex et Demon Slayer, le dernier arc, Entraînement des piliers, vient de se terminer, et la suite a déjà été annoncée, mais elle ne se fera pas sous forme de série, mais plutôt sur grand écran, car c'est 3 films qui ont été annoncés pour terminer la saga. Encore 2 petites annonces côté animation. La première, c'est la saison 3 de Fire Force, qui a été annoncée en 2 parties, la première en avril 2025 et la deuxième en janvier 2026. 5 ans après la saison 2. On savait déjà que la saison 3 était en production, mais maintenant on a des dates. Et le deuxième, j'en avais déjà parlé lors du tout premier Point Culture sur YouTube, sur la Rose de Versailles, c'est le film d'animation pour fêter les 50 ans de la Rose de Versailles. Et on a eu un trailer qui est sorti pour l'occasion maintenant. Je vous mets dans la description. Je vais m'attaquer maintenant à ce que j'ai lu et vu cette semaine, et je vais commencer par le film Blue Lock, épisode Nagi, sorti au cinéma. Donc le spin-off de Nagi, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le manga était déjà sorti chez nous, 3 tomes, et pour le premier tome, j'avais déjà une critique, c'est qu'en fait, à partir de la fin de la première sélection, Nagi est quasiment tout le temps avec le héros. Donc suivre un personnage alors qu'on connaît déjà son histoire, c'est pas très intéressant. Alors certes, il y a la relation entre Léo et Nagi avant le Blue Lock, et les premiers matchs de l'équipe V, mais déjà pour la relation Léo et Nagi, il y avait déjà pas mal de flashbacks dans la série qui les montraient, donc on a juste quelques nouvelles scènes, mais c'est rien de transcendant. On a aussi la naissance du trio Ryo, Nagi et Zantetsu, et on connaît un peu plus la psyché du coup, comment il fonctionne, mais encore une fois, c'est pas quelque chose qui mériterait un spin-off si c'est juste ça. Du coup, après le film, j'ai lu les tomes 2 et 3 d'adaptation, et en fait ces œuvres ont conscience de ce qu'elles sont, c'est-à-dire des spin-offs sur quelque chose qu'on a majoritairement déjà vu. La partie avant le Blue Lock est passée assez rapidement, ainsi que les 3 premiers matchs qui voient la création du trio, et le focus est réellement mis sur le match contre l'équipe Z. Mais c'est un match qu'on a déjà vu dans l'anime et le manga. Alors d'accord, on a peut-être des petites séquences en plus, et la psyché de l'équipe adverse, mais on l'a déjà vu. Et c'est même pire pour les 2e et 3e sélections, la deuxième elle est en fast-forward, on a juste les résultats, donc si on a vu le manga ou l'animé, ça va, sinon on essaie de se raccrocher au wagon. Et pour la 3e, on a juste, si vous êtes qualifié, vous ferez partie de l'équipe titulaire. Et à la fin, scène post-générique, Nagi titulaire. Sachant que la 3e sélection, on ne la voit même pas dans l'animé, que dans le manga pour l'instant. Sacré spoil. Et je veux aussi juger ce film sur le fait que j'ai acheté ma place 14,60€ et que je n'ai pas trouvé des places à prix réduit près de chez moi. Donc pour moi, il vaut le coup si vous êtes fan de Blue Lock, vous ne connaissez pas Blue Lock et vous voulez vous y intéresser, ou vous voulez vous remémorer la saison 1 avant la saison 2 qui sortira en octobre. Car pour moi, il n'y a pas ce petit plus qui justifie une sortie cinéma. Pour l'animation 2D, elle doit être au niveau, voire peut-être un peu plus que dans l'animé pour les meilleurs matchs. Par contre, les séquences en 3D, elles sont moues, elles sont lentes, elles sont aussi nulles que dans l'animé. Donc pour moi, ça ne justifie pas un prix aussi élevé. Et l'animation dans une série de sport, elle est primordiale. Et si on le compare au film AQ qui est sorti fin juin, l'animation d'AQ lui met 100-0. On va continuer avec le 3e tome de Crazy Food Truck. J'avais déjà lu les 2 premiers et j'ai très bien aimé, surtout que le 2e se termine sur un cliffhanger. J'avais pas encore pris le temps de lire le 3e, du coup c'est chose faite. Le mangaka voulait faire un road movie et il a fait une fin typique de road movie. Si je peux noter une chose, c'est que j'ai été surpris par le développement de relation entre Gordon et Alyssa, même si elle s'explique avec le contexte et l'histoire. Et du coup, je ne peux que le conseiller, surtout que ça parle d'un food truck, et ça donne l'eau à la bouche à chaque fois qu'il cuisine des petits plats, ce cher Gordon. Donc, Crazy Food Truck chez Kiun. Ensuite, j'ai profité de la sortie du dernier tome le mois dernier pour lire les tomes 5 à 8 de Lethal Experiment. Donc ça fait partie de ces mangas où plusieurs personnes sont enfermées dans un lieu clos et elles doivent survivre soit aux autres, soit à des épreuves. Et j'ai un souci que j'avais déjà relevé pour les précédents tomes, c'est-à-dire, ça n'arrête pas d'alterner entre le passé et le présent. Mais du coup, dans le présent, quand on voit des messages du genre « à ce moment-là, personne ne pouvait se douter qu'encore 2 personnes mourraient ce jour » ou qu'on voit une personne encore bien en vie, et que du coup elle n'est pas dans les listes des victimes, ça gâche tout le plaisir de découvrir ce qui s'est passé dans le passé. Et franchement, pour un manga de ce style, j'ai pas compris. Parce que le but de ce genre d'œuvre, c'est d'installer un climat de tension, d'angoisse, d'oppression, de suspense, savoir qui va survivre, qui va mourir, est-ce que quelqu'un va trahir le groupe, et là, tout retombe comme un flanc. Alors c'est pas un mauvais manga, mais c'est pas le meilleur de sa catégorie.
Et enfin, dernier manga que je viens tout juste de lire et qui est sorti cette semaine, c'est Elle n'est rien qu'à moi, qui est une romance lycéenne, mais attention ici, pas de gnangnan. C'est une romance qui se veut adulte et on le voit très rapidement, car à peine à la 5e page, on les voit en plein coït. Ce n'est évidemment pas traité comme dans un hentai, et en fait on remarque que les deux protagonistes ont eu un coup de foudre réciproque, et une fois qu'ils remarquent que c'est réciproque, ça va beaucoup plus vite qu'une romance lycéenne classique. Je ne m'attendais pas forcément à ça, mais en même temps, je l'ai pris parce que la jaquette me donnait envie et qu'elle me faisait penser à certaines romances adultes comme Professional Desire, mais ça ne m'a pas choqué, j'apprécie et l'histoire se déroule bien. Pour l'instant on n'a que le premier tome et pour moi c'est du bon travail. J'attends la suite. On va terminer les actualités de la semaine avec un animé qui fait écho au dernier point culture, c'est My Next Life as Villainess, All Routes Lead to Doom. Je n'ai lu que la première saison pour l'instant, mais c'est l'exemple parfait du genre Villainess et Otome Game. En même temps, le manga s'appelle Otome Game, donc c'est normal. Je voyais souvent passer cette série dans ma librairie, mais il n'y avait pas les premiers tomes et je n'avais pas pris la peine de les commander. J'ai vu qu'elle était sur Crunchyroll, donc je me suis dit pourquoi pas, et j'ai bien aimé, même si c'est du classique du genre Otome Game et Villainess. Et je ne sais pas si c'est expliqué plus tard dans l'anime ou d'une autre façon dans le manga ou le light novel, mais pour moi il y a un problème de cohérence avec le personnage de Sophia. Toujours est-il que j'ai hâte de regarder la saison 2 et le film, et je vous dirai mon ressenti après ces visionnages. C'est tout pour les actualités de la semaine. N'hésitez pas à me dire si vous avez trouvé ça trop long, s'il y a des choses qui étaient pas intéressantes, des choses que vous auriez aimé voir, pour qu'on puisse faire évoluer ce format pour quelque chose qui vous plaise. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!